Deuxième partie. Nouveau-Brunswick. 23 loges primaires et 6 loges de comté seraient en activité sur la juridiction de la Grande Loge provinciale du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick compte déjà entre 40 et 50 loges organisées en 1838, année de fondation de la Grande Loge provinciale. 3 premiers ministres du Nouveau-Brunswick ont fait partie de l'ordre: Henry Emerson, William Pugsley et John Babington Macaulay Baxter. Nouvelle-Écosse. La Grande Loge provinciale de la Nouvelle-Écosse est fondée en 1859. Gordon Sidney Harrington, Premier ministre de la province de 1930 à 1933, était membre d'une loge orangiste. Île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard compte 33 loges en 1860. La Grande Loge provinciale de l'île est fondée en 1862. Terre-Neuve. L'orangisme s'étend à Terre-Neuve en 1863, date de fondation de la première loge sur le territoire. Une grande loge provinciale est fondée en 1870 par les 6 loges en activité à l'époque. En 1920, les loges actives se chiffraient à 190. Le nombre de membres se met à chuter après 1960, 40 ans après l'Ontario, mais un peu avant l'Irlande du Nord. 3 premiers ministres de Terre-Neuve ont fait partie du mouvement orangiste canadien: James Spearman Winter, Robert Bon et Joseph Robert Smallwood. Ouest. Une dizaine de loges orangistes sont organisées sous la juridiction d'une grande loge de l'Ouest. La première loge de la Colombie-Britannique est fondée en 1863. Des loges orangistes sont fondées au Manitoba dans la décennie de 1870 à 1879. Par la suite, la colonisation protestante favorisée par la construction du chemin de fer amène l'organisation de loges dans les provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta. Activités. Défilé. Les orangistes canadiens manifestent leur existence au monde lors du défilé annuel du 12 juillet en mémoire de la victoire du roi protestant Guillaume d'Orange sur le roi catholique Jacques II au cours de la bataille de Boyne en 1690. L'un des plus importants de ces défilés au Canada est celui qui a lieu dans la ville de Toronto. Terre-Neuve, avec l'Irlande du Nord, le seul endroit du monde où le 12 juillet est une fête légale. Publication. Pour diffuser son message, le mouvement orangiste canadien publie un journal, The Sentinel, qui paraît aujourd'hui 4 fois par année. Fondé en 1875 en tant qu'hebdomadaire, ses premiers éditeurs sont Édouard Frédéric Clark et John Hewitt. Au plus fort de sa vitalité, le mouvement orangiste canadien jouissait d'une force médiatique considérable. En plus de posséder ses propres maisons d'édition qui produiront plusieurs ouvrages de propagande et de nombreux pamphlets politiques, les orangistes canadiens deviendront propriétaires de nombreux journaux. En plus des journaux détenus par des orangistes fortunés, il y a de nombreux journalistes orangistes qui écrivent dans les journaux à fort tirage quels qu'ils soient. Il est significatif d'ailleurs et révélateur de la culture journalistique canadienne-anglaise que l'on retrouve un orangiste notable comme Mackenzie Bowell, grand maître de la Grande Loge d'Orange du Canada de 1870 à 1878, Premier ministre du Canada de 1894 à 1896, parmi les membres fondateurs de la Canadian Press Association. Fondée en 1859. Bowell en sera le président en 1865 à 1866. Une autre institution journalistique majeure, la Canadian Associated Press, qui devient la Canadian Press en 1910, est fondée en 1902 par l'orangiste John Ross Robertson, propriétaire et rédacteur en chef du Daily Telegraph de Toronto. Politique. Comme en Irlande du Nord, c'est l'action politique qui constitue l'activité principale du mouvement orangiste. Si au plus fort de son influence sociale au début du XXe siècle, le mouvement orangiste canadien appuie des candidats issus de ses propres rangs au moyen de ses organes de presse, il doit aujourd'hui se contenter d'exercer le poids d'un lobby parmi tant d'autres. Assurance vie. En plus d'organiser les défilés du 12 juillet, un tournoi de golf bénéfice, la publication du journal mensuel The Sentinel, la Grande Loge canadienne offre des services d'assurance vie à ses membres via le Orange Benefit Fund, fondé en 1881.
Bienfaisance. Bien que tournés davantage vers l'action politique, les orangistes se consacrent également à la bienfaisance de leurs coreligionnaires. Ils collectent des fonds pour les organismes de charité et administrent des maisons pour personnes âgées et orphelins. Dans les années 1960, ils administrent 13 de ces établissements plus une maison d'accueil pour les cancéreux. Idéologie. L'idéologie orangiste est transplantée telle qu'elle de l'Ulster au Canada, mais une fois enracinée, elle prend des couleurs canadiennes. Les catholiques de l'Amérique du Nord britannique étant pour l'essentiel des francophones, c'est contre la présence démographique et l'influence politique des Acadiens, des Québécois et des Métis que les orangistes se mobilisent encore aujourd'hui. Le préjugé anti-catholique des colons britanniques protestants se double ainsi d'un préjugé anti-français en sol américain. Parallèlement, le sentiment anti-républicain est dirigé contre les États-Unis plutôt que contre la République irlandaise. Plus tard, en 1867, lorsque se matérialise le projet de fédérer les provinces et territoires de l'Amérique du Nord, sous le nom de Canada, le mouvement orangiste se fait également le promoteur du nouveau nationalisme canadien. Malgré le nom, ce nationalisme canadien a peu à voir avec le Canada fondé par Samuel de Champlain en 1608, car pour les orangistes, l'histoire du Canada ne commence véritablement qu'en 1759, lorsque le général anglais James Wolfe prend la ville de Québec. Le Canada des orangistes est avant tout une monarchie constitutionnelle, une partie intégrante du Commonwealth britannique, un pays où la langue anglaise et la culture protestante doivent continuer de triompher. C'est aujourd'hui encore la raison d'être du mouvement orangiste au Canada, comme l'atteste l'énoncé de mission qui paraît en page d'accueil du site de l'association. L'hymne national officieux du Canada de 1867 à 1980, intitulé The Maple Leaf Over, la feuille d'érable à jamais, est composé par Alexander Muir, un orangiste qui participe à la bataille de Ridgeway contre les feignants. En plus de soutenir un nationalisme sectaire et chauvin, qui glorifie la suprématie de l'Empire britannique dans le monde, l'idéologie orangiste canadienne se laisse pénétrer par le courant fortement raciste du Ku Klux Klan américain et par les courants antisémites et fascistes du Royaume-Uni. L'orangisme canadien, fortement organisé depuis le milieu du XIXe siècle, fera donc le nid de l'extrême droite canadienne au XXe siècle. Influence. Le mouvement orangiste canadien exerce une influence significative et durable sur la société canadienne de la fondation de l'Association loyale d'Orange du Canada en 1830 jusqu'aux années 1970. Politique. Le mouvement orangiste peut s'enorgueillir d'avoir eu dans ses rangs plus de 300 hommes qui ont marqué la politique de l'Amérique du Nord britannique et plus tard la Fédération canadienne à tous les niveaux. Parmi eux, on distingue 4 premiers ministres fédéraux, John A. Macdonald, John Abbott, Mackenzie Bowell et John Diefenbaker, 12 premiers ministres provinciaux, des centaines de députés fédéraux et provinciaux, dont plusieurs ont été ministres, des sénateurs, des juges, des diplomates, des conseillers municipaux et des maires. Militaires. En plus de l'appareil politique, la pénétration du mouvement est également très forte dans la hiérarchie militaire canadienne et les forces de l'ordre, tant au niveau fédéral que dans les provinces, sauf le Québec. Les premières loges orangistes fondées en Amérique du Nord britannique sont des loges militaires, mais elles ne s'enracinent pas, contrairement aux loges civiles fondées plus tard par des colons nord-irlandais à 40. C'est à la faveur des affrontements armés de 1837 à 1838, dans le Bas-Canada et le Haut-Canada que les orangistes, qui sont nombreux à se porter volontaires dans la milice, font leur entrée dans les forces coloniales. Les effectifs orangistes au sein des troupes de Sa Majesté continueront d'être importants lors de nombreux conflits militaires de l'histoire du Canada et de l'Empire britannique. Culturel. Le Canada compte plusieurs lieux de réunion officiels du Orange Hall, dont quelques-uns sont aujourd'hui des édifices patrimoniaux fréquentés par les touristes. Parmi les Orange Halls les plus impressionnants sont celui de la Loge Strathcona et Monton, celui de Victoria en Colombie-Britannique, de Brandon au Manitoba, de Innisfail en Alberta, ainsi que le Thomas Scott Memorial de Winnipeg.
À Terre-Neuve, le Orange Hall de New Perlican est aujourd'hui une attraction touristique nommée Orange Museum et le Loyal Orange Association Hall de Bonavista est classé comme édifice patrimonial, héritage structure, par le gouvernement de la province depuis mai 1997.